Salut camarades, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de BAD, de base autonome durable. Je vais t'expliquer comment trouver ta BAD. Alors je vais pas le faire à ta place, chaque situation est très particulière, je ne suis pas agent immobilier. Mais je vais te donner des grosses pistes que tu vas pouvoir suivre et qui vont t'aider à trouver la BAD qui te correspond. Alors, avant de rentrer dans le détail, comme d'habitude, c'est le moment racolage. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, évidemment, je t'incite à le faire. Tu peux également cliquer sur la cloche en dessous de la vidéo pour t'abonner. Ça te permettra d'être averti quand une nouvelle vidéo sortira. Et en description de la vidéo, je vais également te rajouter des liens vers des dossiers gratuits que j'ai rédigés sur notamment les stocks de nourriture, les plantes sauvages comestibles, la filtration de l'eau, ce genre de choses. Donc je t'invite fortement à aller les voir. Maintenant que c'est dit, on peut rentrer dans le sujet de la vidéo. Alors, comment j'ai trouvé ma BAD? Chaque situation est assez particulière en fonction de sa situation personnelle, sa situation familiale, la situation géographique. Moi, c'était la situation géographique qui posait problème. J'habite en Suisse et c'est extrêmement compliqué d'acheter quelque chose en Suisse. J'ai pas les pourcentages exacts, mais je dirais qu'en France, il y a environ 50% des gens qui sont propriétaires. En Suisse, on est plus dans les 20 à 30%. C'est extrêmement compliqué d'acheter tout simplement parce que les conditions d'accès au crédit sont pas du tout les mêmes. En Suisse, en gros, il faut mettre 25% d'apport avant d'acheter quelque chose. En France, en tout cas avant la crise du Covid, c'était quand même beaucoup plus simple et avec un bon dossier, on pourrait avoir ce qu'on appelle des emprunts à 110%. Le crédit de la maison plus les crédits travaux avec. Alors j'ai mis 1 an et demi parce que j'avais des critères de prix qui étaient vraiment au ras des pâquerettes sur le marché suisse. Pour donner un ordre d'idée, une maison suisse, je dirais que c'est autour de entre 800 000 et 1,5 million. Alors en francs suisses, maintenant francs suisses en euros c'est quasiment la même chose. Donc imagine mettre 25% de ça. Ma famille n'a pas pu m'aider, je n'ai pas eu une famille aisée. Ça n'a pas été simple, donc j'ai dû bosser comme un malade pendant des années avant de réunir une somme qui pouvait peut-être me permettre d'avoir accès à une BAD. J'ai visité plusieurs trucs, toujours des choses un peu éloignées dans la montagne, tout simplement parce que dans la vallée c'était trop cher pour moi, il n'y avait absolument rien qui était possible. Olivier m'interrompt pour le bruit, je sais pas si tu entends ça à la vidéo, c'est mon poêle. En fait j'ai mis des champignons d'amadou. En fait ce poêle là, il conserve pas bien la chaleur, donc si je mets juste du bois, ça crame et puis il faut remettre tous les demi-heures. Donc avec de l'amadou, on est bon pour 1 heure et demie. Du coup je reviens à la BAD. Mon principal critère c'était tout simplement de pouvoir me l'acheter. Donc c'était les critères de prix. Ces critères de prix, ça m'a tout de suite fait interdire en gros la vallée. Et donc j'ai dû aller en montagne, rien que pour le critère de prix. Ensuite, j'ai voulu un terrain au minimum 1500 mètres. 1500 mètres en France, dans certaines régions de France, par exemple, genre de centre-Bretagne, c'est hyper accessible. C'est juste hyper simple. Tu peux trouver 10 hectares sans trop te forcer, des anciennes fermes, des hectares de bois. Ça vaut pas grand-chose. En Suisse, c'est extrêmement compliqué. Donc pour donner un ordre d'idée, juste avec ces deux critères, dans le canton dans lequel j'habite, dans le canton de Vaud, j'ai dû passer de 1500 annonces à 40 annonces, quelque chose comme ça. Donc c'est des critères qui sont extrêmement stricts. J'ai fait pas mal de visites, mais à chaque fois c'était des maisons problématiques, des problèmes de permis de construire, ou des maisons vraiment à l'ombre des montagnes. Quand je dis à l'ombre des montagnes, c'est l'hiver, il y avait pendant 3 mois, il n'y a pas de soleil. D'ailleurs, ça c'est un truc, un conseil, il y a des applications qui te permettent d'estimer la quantité de soleil que reçoit ta maison en fonction de ta localisation. En plaine, c'est pas très intéressant, mais en montagne comme chez moi, tu peux pas te permettre, quand il y a une maison qui t'intéresse, de venir voir tous les mois pendant 1 an la course du soleil. Donc ce genre d'application, c'est très intéressant et ça m'a permis d'enlever une maison qui était très bien, mais 3 mois sans soleil, je le sentais pas en fait, psychologiquement je le sentais pas. C'est fait vraiment au hasard, il y a une maison qui, les photos étaient très moches, on a quand même visité parce que, pour l'anecdote, parce qu'il y avait une vache devant la photo sur la maison. Ma femme a adoré. Elle a dit il faut qu'on la visite, les photos étaient vraiment catastrophiques, mais on s'est dit pourquoi pas. Et en fait, la maison est beaucoup plus grande que ce que je pensais pouvoir acheter. Toutes les autres maisons que j'ai visitées jusqu'à présent, il y avait environ entre 80 et 150 mètres carrés. Là, je dois être à 250 mètres carrés, ce qui est énorme. Pour la Suisse, c'est vraiment énorme. En plus, c'est de la pierre. Sur 1500 mètres de terrain, c'est assez exceptionnel. Et en fait, ce qui a fait que j'ai pu m'acheter cette BAD, c'est premièrement, elle est en montagne. Donc déjà, t'enlèves 30-40% du prix. Deuxièmement, c'est un village dans lequel j'habite qui a eu des gros problèmes économiques par le passé. Il y a eu des grosses vagues de fermeture d'usines et de délocalisation de la production, ce qui a fait que en fait, la population du village a chuté, donc ce qui a fait baisser le prix de l'immobilier. Ensuite, j'ai une route de montagne particulièrement chiante pour accéder. C'est celle en zigzag. Et forcément, ça enlève encore le prix. Ensuite, je suis pas dans le village, je suis au-dessus du village, donc t'enlèves encore un peu. Ensuite, je suis à la fin d'un chemin qui n'est pas déneigé l'hiver.
Donc c'est peut-être une fois ou deux par semaine grand max. En gros, c'est quand ils ont le temps, ce qui se comprend tout à fait, je suis pas une priorité, c'est tout à fait normal. Mais du coup, ça veut dire que certains matins, quand je prends ma voiture, j'y vais en raquette. Je laisse ma voiture à 800 mètres, je prends mes raquettes, je prends mon sac, je prends ma frontale le matin et j'y vais en raquette. Moi, ça me fait rigoler pour l'instant, on verra dans 10 ans, mais là, tu divises le prix de la maison par deux. Et dernière chose, je ne suis pas relié au réseau d'eau potable, ni au réseau d'évacuation d'eau. Et en fait, c'est tout ce qui a fait que la maison, avec le terrain tel que je l'ai actuellement, tu la mets en pleine, pour des prix suisses, on est autour de 2 millions d'euros, je pense, 2 millions, 2 millions 5. Et ouais, mais sauf qu'ici, ça vaut rien, quoi. Enfin, ça vaut rien. En tout cas, c'est accessible. C'est marrant, je vois les réactions d'Olivier au fur et à mesure de la vidéo. Donc en fait, c'est différents critères qui ont fait que j'ai pu l'acheter. Et ces différents critères, en fait, ont fait que c'était une résidence secondaire. Ça pendant quasiment 50 ans, je crois. C'était uniquement une résidence secondaire. Et je suis le premier depuis les paysans qui habitaient là il y a très longtemps à habiter à l'année. Mais moi, je suis hyper content. En fait, j'ai eu une maison 100% autonome en eau potable. Déjà, je trouve ça dingue. C'est des travaux en moins, c'est des frais en moins, c'est déjà en place avant même que j'arrive. Ensuite, le fait que ce soit isolé, forcément, ça peut être un peu embêtant pour aller au travail ou ce genre de choses. Mais bon, ça se gère, de toute façon, on ne peut pas tout avoir et il n'y a rien qui est parfait. Le fait qu'il y ait de la neige, moi j'aime bien ça. Je viens de Bretagne, je connaissais pas du tout, enfin j'allais souvent en montagne, mais j'ai jamais habité en montagne, et je trouve ça absolument génial, c'est un plaisir. Donc en fait, moi, c'est des critères qui m'ont arrangé, parce que j'ai des critères très spécifiques et qui sont pas dans la norme, je veux dire anormal, c'est-à-dire qui sont pas dans la norme. Et donc c'est en cherchant vraiment que des fois tu arrives à trouver des trucs intéressants. Fin de la présentation, ensuite je vais te donner mes conseils, et c'est pour ça que tu vas comprendre pourquoi je t'ai présenté la façon dont j'ai trouvé ma BAD. Alors, premier conseil, évalue, mais de manière très soigneuse, le montant que tu es prêt à mettre dans ta maison. Et pas avec des sortes de déclinaisons. Si j'ai aucun travaux à faire, je suis prêt à mettre tant. Si j'ai des travaux à faire, dans ce cas-là, je suis prêt à mettre tant. Ça s'estime en fonction de ta situation financière personnelle, mais ça s'estime aussi avec la banque. Donc concrètement, te lance pas dans des recherches sans être allé voir ta banque. Ce serait complètement con de te lancer dans des recherches et en fait te rendre compte que la banque te prête pas autant. C'est-à-dire que la maison de tes rêves où tu étais prêt à l'acheter, tu as commencé le processus d'achat, mais en fait la banque te met un stop. Je connais des personnes à qui c'est arrivé, c'est démoralisant. Et au contraire, tu peux avoir des surprises. Moi, j'ai une grosse surprise pour ma maison. Alors, c'est un peu compliqué en Suisse, mais en gros, il y a la cellule hypothécaire, si je dis pas de conneries, qui est la valeur officielle de la maison, puis le prix auquel j'ai acheté. Et en gros, quand j'ai acheté cette maison-là, la banque n'a pas compris. Parce qu'en fait, quand tu regardes les critères dans leur tableau Excel, avec le nombre de mètres carrés, le nombre de terrains, en Suisse, j'aurais dû l'acheter beaucoup plus cher que ce au quoi j'ai acheté, sauf que dans le logiciel de la banque, c'est pas marqué chemin non dégagé l'hiver et c'est pas marqué pas d'accès à l'eau potable. Et ce qui a fait que par exemple, j'ai pu emprunter de l'argent à taux zéro avec des conditions extrêmement intéressantes. En plus, en Suisse, tu as des prêts sur 50 ans, ce qui peut être cool, ce qui n'est pas possible en France. Et ça m'a permis de rénover une partie de ma maison. Tout ce qui est électricité, plomberie, j'ai pu le faire par quelqu'un. Et ça, c'est génial. Ma cuisine, par exemple, j'ai une cuisine qui était vraiment dans un sale état, j'ai pu la faire par quelqu'un. Ça m'a économisé du temps. Et comme c'est des prêts à taux zéro, au final, c'est juste une avance d'argent, j'ai pas d'intérêt à payer dessus. Donc, tu peux aussi avoir des bonnes surprises. Donc, renseigne-toi de manière très soigneuse. Et ensuite, prends des options travaux. Parce que les banques ne te suivent pas forcément sur le même montant en fonction des biens, si c'est des travaux ou pas. Tu peux décaler des crédits, voilà, il y a des choses qui sont assez spécifiques. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais sois parfaitement au clair de ça avant de te lancer. Sans le mec qui a bossé dans le conseil financier. C'était mon taf avant. Tu m'as perturbé. Ah oui, ensuite, définis une zone de recherche très précise aussi. Il y a certaines zones dans lesquelles tu n'as pas envie d'habiter. Par exemple, il y avait une zone qui n'était pas très chère dans la vallée, mais à côté d'une carrière. Donc c'est une carrière, je crois qu'ils font du ciment ou quelque chose comme ça. Mais du coup, tu as de la poussière, enfin c'est pas fou quoi. Je me suis pas renseigné en détail, mais j'ai pas envie que mes gamins grandissent à côté d'une carrière. Il y a aussi des zones avec des zones industrielles un peu foireuses. Il y a aussi des zones qui sont peut-être un peu dangereuses, certaines villes qui sont un peu craignos. En fait, identifie plus les zones où tu n'as pas envie d'aller plutôt que les zones où tu as envie d'aller. Parce qu'il y a forcément des zones que tu connais pas qui peuvent être intéressantes. Par exemple, moi, la région dans laquelle je suis, je la connaissais pas. Quand j'allais en montagne, j'allais pas dans cette vallée-là. Donc je savais qu'elle existait, mais je connaissais pas le climat. Pour identifier la zone géographique dans laquelle tu vas rechercher ta BAD, il y a en gros deux possibilités. La première, c'est l'optimale, c'est que tu peux te déplacer n'importe où. Si c'est le cas, c'est absolument génial. Si toi, ou si tu es en couple, toi et ta femme, ou toi et ton mari, si tu as une femme qui regarde la vidéo, vous pouvez vous déplacer n'importe où, par exemple si vous faites du télétravail, et c'est juste génial. C'est-à-dire que vous allez pouvoir partir dans les endroits les moins chers en fait, tout simplement. Et je sais que par exemple en centre-Bretagne, il y a certains endroits, c'est dur de trouver du boulot à côté. C'est même très dur.
Par contre, tu as des trucs à des prix extrêmement intéressants. Il y a en France, si je dis pas de bêtises, un endroit qu'on appelle la diagonale du vide. Je laisserai Olivier au montage mettre une incrustation, un truc du genre. Tu peux trouver des trucs hyper intéressants avec des hectares de terrain, une ancienne ferme avec des dépendances, pour des prix parfois en dessous de 100 000 euros, pour des bâtiments sains, avec toiture au cache, choses comme ça. Donc ça te permet de partir sur des biens absolument géniaux. Moi, j'aurais adoré faire ça. La deuxième possibilité, et malheureusement je suis dedans, c'est que tu peux pas partir n'importe où. Moi, par exemple, la problématique, c'était le boulot de ma femme. Et c'est pour ça que moi, j'ai dû rester à proximité d'une grosse ville. Et ce qui a fait que si je m'étais éloigné d'1 heure ou deux, je suis sûr que j'aurais 2 fois plus de terrain. Et j'aurais peut-être une dépendance en plus. Forcément, ça aurait été bien. Après, tout se passe jamais comme dans le meilleur des mondes et tu dois faire en fonction de ta situation. Ensuite, une fois que tu connais le montant que tu es capable de mettre, que tu as identifié ta zone géographique, là tu vas pouvoir te lancer dans tes recherches. La première chose à faire, c'est tout simplement regarder les petites annonces sur internet. En France, tu as Le Bon Coin, en Suisse, tu as immobilier.ch et Homegate. Moi, je crois que j'ai trouvé sur Homegate. Ça va te permettre déjà d'identifier les biens publics. À partir de là, ça te fait une sacrée base. Si tu trouves ton bonheur là, tant mieux. Je te parlerai ensuite des critères pour les visites. Le problème, moi j'ai trouvé sur les annonces publiques. Le problème, c'est que quand tu recherches une base autonome durable, il y a des critères assez spécifiques. Déjà, tu recherches du terrain, premièrement. Ensuite, tu recherches des ressources intéressantes à proximité. Moi, je voulais un bois, pas loin de chez moi. Ça me permet de récupérer, par exemple, de la biomasse pour refaire mes buts. Ça me permet d'aller chercher des plantes sauvages comestibles juste à côté. Voilà, c'est un écosystème que je souhaitais. Ensuite, je souhaitais être autonome en tout ce qui est électricité, eau. Donc je souhaitais aussi un ruisseau pas loin, pour avoir un plan B. J'ai prévu de récupérer l'eau de pluie, mais je souhaitais aussi un ruisseau pas trop loin. Je souhaitais aussi beaucoup de nature à côté. Par exemple, je voulais pas de lotissement. Et en fait, on recherche des biens qui sont généralement des anciennes fermes. C'est quasiment toujours ça. Qui sont aussi un peu isolés, pour avoir autant de terrain autour, généralement c'est un peu isolé, sinon c'est trop cher. Et en fait, c'est des biens qui sont rarement sur le marché public. Tout simplement parce que les agents IMO, leur but c'est de vendre des biens. C'est pas des biens qui sont faciles à vendre. Et leur problème c'est de trouver des biens, mais par contre un bien qui reste chez eux pendant un an et demi, c'est un boulet. Ce qu'ils veulent, c'est des biens faciles à vendre. Et si on leur propose un bien qui est un peu complexe, par exemple une ferme en montagne comme moi, qui n'est pas reliée au réseau d'eau potable, où il y a peut-être un toit qui est à refaire, en partie effondré, il y a en fait une chance sur deux qu'ils ne le prennent pas. Tout simplement parce qu'ils se disent « ouais, je vais me faire chier, je vais le mettre sur des sites de petites annonces ». Il y a plein de bobos qui vont venir en disant « c'est trop cool », ils vont avoir peur avec le toit à moitié effondré, quand ils se rendront compte qu'il n'y a pas d'eau, ils vont partir en courant. Et en fait, ça va lui faire du temps perdu. En plus, pour un bien qui est moins cher que le prix du marché, il y a des chances qu'ils ne le prennent pas en catalogue. Donc si tu ne trouves pas ton bonheur dans les biens qui sont en catalogue, ce qu'il faut faire, c'est aller voir les agences sur le terrain. Donc tu fais le tour des agences immobilières, c'est mieux de les appeler comme avant pour prendre un mini rendez-vous, tu es sûr de ne pas trouver porte close, surtout si c'est loin de chez toi. Et tu fais le tour, tu expliques tes critères, tu fais le tour, et ensuite t'attends. Et il y a des chances que tu arrives et le mec dise « ah ouais non mais il y a un truc, il n'est pas en catalogue, je ne l'ai pas acheté sur la vitrine, mais si ça vous intéresse, on peut aller voir ». Et tu peux avoir des très bonnes surprises comme ça. Fais attention à un truc dans tes recherches, surtout si tu es dans une optique plus survivaliste qu'autonomiste, c'est le piège de l'isolement. Je vois beaucoup de survivalistes qui se disent « moi je veux un truc perdu dans la montagne, inaccessible, pour me protéger en cas d'effondrement ». Alors déjà, les locaux connaissent toutes les maisons. Donc c'est pas parce que tu es perdu dans la montagne qu'on ne peut pas venir te chercher en cas de problème. Mais au quotidien, ça peut être très problématique. Je te donne un exemple très simple, moi j'ai juste 800 mètres qui sont inaccessibles l'hiver, c'est tout, hein. C'est que 800 mètres. Pourtant quand ma femme était prête à accoucher, on a négocié, je l'ai laissé appeler, c'est toujours mieux quand c'est une femme qui appelle pour ce genre de truc, je l'ai laissé appeler la municipalité pour qu'ils viennent avec un chasse-neige tous les jours. On leur a dit pendant 2 semaines, il faut que vous veniez tous les jours, elle est prête à accoucher et il faut qu'on parte à la maternité dès que ça commence. Et ils ont été hyper sympas, ils ont dit pas de soucis, on va le faire, et ils sont venus tous les jours effectivement pour déneiger. Enfin chaque fois qu'il neigeait. Et c'est hyper sympa. Mais avec ma femme enceinte, avec 2 km de chemin, avec de la neige l'hiver, je sais pas comment j'aurais géré. En fait, si j'aurais géré, j'aurais pris une chambre d'hôtel pendant 3 semaines et ça m'aurait coûté un bras. Donc fais quand même attention, l'isolement c'est pas forcément bien, surtout si tu as des enfants, si tu as un accident, si tu as des problèmes de santé, c'est pas forcément une chose que tu dois absolument chercher. Si tu trouves rien sur les sites de petites annonces et avec les agents immobiliers, ce que tu peux faire, c'est tout simplement de la prospection. Donc, c'est-à-dire te promener dans les zones qui t'intéressent, regarder les endroits un petit peu à l'abandon, et tu peux faire des super affaires comme ça. Ça peut prendre énormément de temps, c'est très aléatoire, mais tu peux trouver des super trucs. Tu peux aussi aller sur les commerces des villages qui t'intéressent, et demander est-ce qu'il n'y a pas une maison qui est à vendre, j'aimerais trouver un truc, donner tes critères, laisser ton numéro de téléphone et tu sais pas ce qui va arriver. Alors, une fois que tu as trouvé un bien intéressant, pendant la visite,
Les choses importantes, en tout cas quand tu es dans une optique de base autonome durable, c'est premièrement l'état du bâtiment. Ça peut paraître con, mais quand tu achètes des anciennes fermes, moi par exemple j'ai pas mal en fait de fissures chez moi. J'ai une ferme qui date de 1814 si je dis pas de bêtises, et c'est les plus anciennes traces. En fait elle a été au registre en 1814, mais elle existait avant, sauf que je sais pas jusqu'à quand. Et elle est sur, j'ai des photos satellites par avion à l'époque, elle était avant les photos de 1900, je sais pas trop quoi. Donc c'est hyper vieux, donc c'est normal qu'il y ait des fissures. Après, moi je suis pas du bâtiment, mais tu peux quand même voir si c'est des fissures qui sont très problématiques ou pas. Donc l'état général. Ensuite, l'isolation. Ça peut paraître con, mais si tu as une mauvaise isolation, c'est des passoires énergétiques. Tu vas chauffer à mort, ça va te coûter un bras, et va partir si tu es autonome en chauffage et que tu dois couper ton propre bois et que tu as un truc pas du tout isolé, tu vas te tuer à la tâche. Donc c'est pas forcément un no-go. Mais dans ce cas-là, il faut prévoir un budget isolation. Donc regarde de manière très attentive, ça doit être un coup de cœur, mais ça doit aussi être rationnel. Si tu t'y connais pas du tout, tu pars avec un mec du BTP, quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui s'y connaît un minimum. Ensuite, regarde l'historique du terrain. Si tu souhaites faire un potager, forcément, il faut éviter de tomber sur un truc pollué. Alors tu peux faire de la permaculture un peu partout, mais si ça peut t'aider, si tu peux partir sur un truc avec ensoleillé, pas trop sec, pas trop humide, c'est déjà un bon point. Ensuite, renseigne-toi sur les voisinages. Moi, par exemple, je me suis un peu fait avoir sur les voisins. J'ai demandé à l'agent IMO comment ça se passait autour, il m'a dit tout le monde est génial, c'est super. Je suis allé voir un voisin, j'ai demandé comment ça se passait avec les voisins, il m'a dit que c'était ok aussi. Et je l'ai découvert 2 mois après être arrivé, que j'avais un mec alcoolique qui squattait, qui habite dans une cabane qui est censée être une résidence secondaire, et qui terrorisait tout le village, tout le coin. Et ça, je ne l'avais pas vu parce que j'ai pas poussé assez loin, par exemple. Mais en fait, il est mort pendant mon premier hiver. Les policiers sont venus. Ils m'ont demandé si j'avais des nouvelles du voisin. Ça faisait quelques jours que je n'avais pas vu de feu à sa cheminée. Il n'y a pas de traces dans la neige. Je leur ai dit bon courage les gars. Et ils sont allés voir et en fait il avait pris une cuite, la fenêtre ouverte. Et il est mort de froid. Truc dingue quoi. Et il y a des voisins qui ont débouché des bouteilles de champagne. Alors que les mecs ils sont hyper sympas. Vraiment c'est des crèmes. Pour te dire à quel point ça peut pourrir la vie d'un village, d'un hameau. Quelqu'un qui est associé à les dérangeants. Donc fais attention à ça. Je reviens un peu sur la structure. Estime de manière très précise le prix des travaux et le calendrier des travaux. Il y a trop de gens, moi par exemple mes parents, quand ils ont acheté la maison dans laquelle ils sont actuellement, ils ont un peu mal estimé, pas forcément le prix, mais le temps passé. Mon père, pour économiser, a quasiment tout fait lui-même. Et c'était très compliqué, ça a pris du retard. Il s'est crevé à la tâche parce que évidemment quand tu bosses ta journée de travail et que tu refais encore 3 heures le soir et que tu refais encore tout le week-end, même si on l'aidait, moi je me rappelle on a fait un début d'hiver, la porte-fenêtre n'était pas installée et il y avait une bâche qui claquait au vent. J'étais en train de mon petit déj, ça devait être 3-4 degrés dans la maison avec la bâche qui claquait au vent. Quand tu as ton boulot qui te bouffe la tête et que tu sais que tu as une bâche qui protège on va dire ta famille, c'est compliqué. Donc il faut voir ça de manière réaliste. Le but c'est pas que tu divorces, c'est pas que tu te tues à la tâche. Ensuite, estime tes travaux de manière cohérente dans le temps. Ok, est-ce que ça, je peux vivre la première année comme ça? Est-ce que ok, c'est problématique. Est-ce que je fais 1 an ou 2 ans comme ça? Je commence par quoi? Moi, par exemple, j'ai des dépendances, une façade de ma maison qui est en bois. Le bois, si j'avais attendu 1 an ou 2, il serait tombé en miettes. Donc moi, ma priorité, par exemple, c'était traiter le bois. Donc le poncer, l'azurer. Donc estime ça de manière très cohérente et en fait, t'emballes pas. C'est pas parce que l'endroit est magnifique que tu dois l'acheter absolument et te retrouver dans des galères après. Pour donner un exemple, les personnes à qui j'ai acheté ma BAD, ça faisait 2 ans qu'ils l'avaient. Ils l'avaient acheté en voulant en faire une résidence secondaire, mais c'est une maison qui est très grande et il y avait beaucoup de travaux. Et en fait, ils se sont épuisés tous les week-ends pendant 2 ans à faire des travaux. Alors moi, je leur remercie, ils ont changé toutes les fenêtres. C'est génial, j'ai pas eu à le faire. Et en fait, à chaque fois qu'ils venaient, c'était pour bosser parce que quand tu viens là, que le week-end, forcément, t'enchaînes les travaux. Et en fait, ils se sont découragés. Pour tout ce qui est négociation, alors évidemment c'est du cas par cas, c'est plus un propos généraliste, mais quand tu cherches, par exemple un bâtiment comme le mien, tu as un fort pouvoir de négociation. Et bon, j'ai pas joué, je les ai pas serrés non plus, mais quand tu arrives sur des biens un peu atypiques comme ça, tu as un gros pouvoir de négociation. Si tu pars sur un truc qui est un petit peu en ruine avec un toit qui est en train de s'effondrer, ça coûte un bras. Et ça, beaucoup de gens le savent et ça freine énormément de gens. Donc il suffit que tu t'y connaisses un peu, que tu saches estimer le prix des travaux, tu peux faire de très bonnes affaires en trouvant ta BAD. On arrive à la fin de la vidéo, merci beaucoup pour m'avoir suivi jusque-là. J'espère que les conseils que je t'ai donnés t'ont été utiles et surtout puissent t'être utiles dans tes recherches. Quand tu es comme moi dans une recherche d'autonomie et que ça fait des années que tu bosses en ville pour économiser, pour acheter ta BAD, je te dis pas le bonheur que c'est d'avoir les clés et de dormir ta première nuit dans ta BAD. C'est un truc incroyable. Moi j'ai fait une première nuit sur le parquet avec des tapis gonflables de trek et c'était génial.
Pour l'anecdote, on a ouvert la cheminée et il y avait des mouches mortes qui s'étaient accumulées pendant tout l'hiver. Donc on a voulu faire un feu la première nuit et sans mentir, il y a 200 ou 300 mouches mortes qui sont tombées dans le salon. Ça faisait film d'horreur, mais au moins on s'en rappelle. C'était une première nuit mouvementée. Dis-moi aussi dans les commentaires si ça t'intéresse de voir ma bad en fait en détail, que je te montre un petit peu tous les petits coins, les petits recoins, les endroits sur lesquels j'avance, au contraire sur lesquels j'avance pas. Je ferai une vidéo dédiée. Mais écoute, j'espère que tu trouveras la bad de tes rêves et puis bon courage pour tes recherches. À bientôt camarades.